Tout d'abord, en particulier, Goshir, Gyaltsen Rinpoche, Pokang Rinpoche, ainsi que toutes les maîtres et la Sangha qui sont réunis à l'occasion de ces 23e Kagyu Gunche. Je vous exprime tous mes souhaits de bon augure, ainsi que toutes les sanghas monastiques, ainsi qu'à tous étudiants qui suivent ces enseignements. Donc, à tous, je vous exprime mes chaleureux souhaits de bon augure. Ensuite, en raison de l'épidémie, de la crise sanitaire, pendant 2 ans, les Kagyu Gunche n'ont pu se tenir. Et cette fois-ci, donc, cette année, on a pu donc organiser les Kagyu Gunche et c'est quelque chose qui est très réjouissant. Et en plus de cela, à l'occasion donc de ce 23e Kagyu Gunche, Koshin Gyaltsen Rinpoche a transmis le long de tous les enseignements de Gampopa, suivant une lignée ininterrompue, transmis directement notamment par le 16e Karmapa. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment source de réjouissance pour nous tous. Et c'est vraiment une grande bienveillance que Goshe Gyaltsen Rinpoche a transmis ce long et par conséquent en particulier, je souhaite exprimer ma gratitude pour cet événement. Merci du fond du cœur. D'une façon générale, donc, pour revenir sur le sujet de cet enseignement, alors, le titre de l'œuvre en sanskrit, c'est Trimsika Shinapti Karika. En tibétain, on traduit ça par la trentaine. Donc, en français, on peut traduire par la trentaine, en résumé, ou la trentaine de versets de Vasubandhu. En tibétain, généralement, on utilise le diminutif, on traduit simplement donc ce texte de Vasubandhu, Trimsika Vishnati Karika, par la trentaine. Hélas, il y a un texte de grammaire très connu en tibétain qui s'appelle également la trentaine. Et par conséquent, donc juste, en fait, par habitude, si on dit simplement en tibétain la trentaine, il y a un risque de confondre. Et ensuite, si on se réfère à la traduction chinoise, donc on parle de la trentaine de versets de l'Esprit seul. Et en fait, en se référant à la traduction chinoise, en fait, je pense que pour le tibétain, ça serait bien aussi d'utiliser cette expression, de parler de la trentaine de l'Esprit seul, au lieu de simplement dire la trentaine, ce qui est source de confusion avec le texte de grammaire qu'on appelle de la même façon. Alors l'année dernière, nous avons commencé l'enseignement donc sur le thème de cette trentaine de l'Esprit seul, trentaine de versets de l'Esprit seul. Et nous avons, notamment pour introduire cette œuvre, mis en lumière l'importance de la philosophie de l'école de l'Esprit seul, ainsi que l'origine de cette lignée, de cette école philosophique, ainsi qu'on a raconté l'histoire de cette école, comment elle s'est développée en Inde, ensuite en Chine, au Japon, ainsi qu'au Tibet, et ainsi que
on a parlé de la différence entre les vues Shen-Tong et celle de l'esprit seul dans le cadre du contexte tibétain. Et aussi, nous avons fait quelques digressions à propos donc des textes et l'épistémologie dans l'esprit seul. Donc, en résumé, l'année dernière, c'est ce que nous avons abordé, tout le contexte de l'esprit seul, de l'école de l'esprit seul. Et cette année, dans le cadre du Gunshe, des débats divers, nous n'avons pas beaucoup de temps. En fait, en dehors de 6 sessions, on n'a pas plus de temps que ça dans le cadre du Gunshe, des débats divers. Et par conséquent, si l'opportunité se présente à l'automne, je pense continuer ces enseignements pendant l'automne sur donc cette trentaine de versets. Quoi qu'il en soit, je vais commencer par une brève introduction sur ce texte de la trentaine de l'Esprit seul, texte de Vasubandhu. D'une façon générale, comment dire, donc dans le cadre des Gunshe, et on n'a que 6 sessions, très peu de temps, mais peu importe le temps qui nous est disponible, je compte aborder ce texte comme il faut sans avoir à résumer ou être lié par la contrainte de temps. Donc, je vais commenter ce texte de la trentaine de l'Esprit seul de la façon la plus appropriée, donc la plus appropriée possible, indépendamment du contexte temporel. Et pour commencer, il convient donc, avant d'aborder le texte racine même, donc de l'introduire de cette façon. Donc, il y a 8 points qu'on souhaiterait traiter. Alors, ces 8 points, tout d'abord, les origines du texte racine qu'on appelle donc la trentaine de l'Esprit seul. Ensuite, le deuxième point porte sur les commentaires sur ces textes de la trentaine de l'Esprit seul. Comment, en fait, ces commentaires sont apparus. De la même façon, troisième point, en fait, les origines du traité intitulé « Traité prouvant l'Esprit seul » ainsi que des commentaires. Quatrième point, le commentaire qui va être utilisé pour ces enseignements. Le cinquième point, une introduction sur l'enseignement, notamment sur le texte intitulé « L'explication du traité prouvant l'Esprit seul ». Ensuite, sixième point, une brève introduction sur les méthodes anciennes de traduction. Septième point, l'introduction à Guji, Lingtai et Shangju. Huitième point, l'introduction sur le texte intitulé « Explication du traité prouvant l'Esprit seul ». Et notamment, le septième point, l'introduction sur Guji, Lingtai et Shangju, donc porte sur donc, la façon, donc ça a été traduit en chinois, et tous ces points d'introduction me semblent nécessaires avant d'aborder le texte racine même. Donc avant même d'aborder l'œuvre de la trentaine de Vasubandhu, la trentaine de l'Esprit seul de Vasubandhu, il me semble nécessaire d'aborder en introduction ces 8 points, brièvement. Et donc, notamment, il me paraît approprié de faire ainsi dans le cadre du Gunshe, des débats divers. Donc, premier des 8 points, donc, comment est apparu ce texte de la trentaine? Donc, on appelle la trentaine, plus précisément la trentaine de l'Esprit seul, pour suivre la traduction chinoise. Donc, tout d'abord, cette trentaine de l'Esprit seul, ou la trentaine de versets composés par Vasubandhu. Donc, comment ce texte est apparu? Brièvement,
Ce texte, la trentaine de l'Esprit seul, a été composé par Vasubandhu, le frère de Asanga. Donc le maître Vasubandhu, au cours de sa vie, a écrit de nombreuses œuvres très influentes. Et parmi ces nombreuses œuvres influentes, il y a la trentaine de versets de l'Esprit seul. Et ce texte est le plus profond, le plus essentiel, le plus grand, et c'est aussi en fait la dernière œuvre de sa vie. En chinois, dans la traduction chinoise, le texte fait 600 syllabes. Le texte en tibétain est un peu plus concis. Donc, quoi qu'il en soit, concernant donc l'apparition de cette œuvre, donc ce texte, en une trentaine de vers, Vasubandhu, en fait, a très habilement enseigné le plus profond, les points les plus secrets du grand véhicule. Chaque mot et syllabe contient vraiment des sujets, sous-entend de très nombreux sujets et de très nombreux sens. Et donc, ensuite, en regardant du côté de la traduction chinoise, en fait, Kuji, le maître Kuji, en écrit un commentaire intitulé « Un commentaire sur les points difficiles qui prouvent l'esprit seul ». Et donc, concernant l'œuvre racine même, donc la trentaine de versets de l'esprit seul, donc le texte même de Vasubandhu, c'est un texte d'une profondeur incroyable sur le grand véhicule. Chaque mot, chaque syllabe, en fait, sous-entend de très nombreux sens ainsi que de sujets. Hélas pour nous, avant que Vasubandhu ait eu le temps d'écrire un auto-commentaire en prose tel que la tradition le fait, donc avant qu'il ait pu écrire un auto-commentaire de son texte si condensé, donc en fait dans la trentaine, le texte est assez condensé, il y a juste une trentaine de quatrains, mais dans cette trentaine de quatrains, chaque mot, en fait, chaque tournure recèle beaucoup de sous-entendus, beaucoup de sujets sous-entendus et de sens sous-entendus. Et hélas, en fait, avant que Vasubandhu ait pu écrire un autocommentaire en prose pour développer le sens de ce texte qu'est la trentaine, il est parti dans les champs purs de Tushita. Et par conséquent, en fait, ce qui est sous-entendu dans ce texte racine qui est la trentaine de l'Esprit seul est tellement vaste, tellement profond que sans un commentaire dessus, pour nous, étudiants débutants ou ordinaires, c'est extrêmement difficile de comprendre la pensée de Vasubandhu dans ce texte en 30 vers, tellement le sens est profond et tellement il y a de sous-entendus. Et par conséquent, par la suite, de nombreux érudits ont proposé d'expliquer ce texte qui est la trentaine. Et donc, il y a eu beaucoup de commentaires écrits par la suite pour essayer de nous éclairer sur le sens de cette trentaine de l'Esprit seul. Donc, ce texte est vraiment profond,
je pense qu'il y a une traduction, ou il y a une traduction de ce texte Racine en anglais et en français, donc on peut le constater simplement en le lisant, même en diagonale, qu'il y a beaucoup de choses qui sont sous-entendues, ou le texte Racine, en le lisant simplement, demeure énigmatique. Et donc, comme le texte en lui-même, sans contexte, ne peut être compris, eh bien, donc suite à Vasubandhu, suite au Parinirvana de Vasubandhu, des maîtres, des érudits se sont affairés à commenter ce texte. Et notamment en Inde, on dit qu'il y a eu tout d'abord 18 auteurs qui ont écrit des commentaires, et puis par la suite 16 autres auteurs plus tardifs. Et par conséquent, si on combine tous ces auteurs, il y a au total 34 auteurs qui ont, en Inde, écrit des commentaires sur la trentaine de l'Esprit Seul, de Vasubandhu. Ensuite, d'autres écrits relatent 28 auteurs qui ont écrit donc des commentaires sur la trentaine de l'Esprit Seul. Donc, peu importe qu'on suit une version ou une autre, qu'on parle de 34 auteurs ou de 28 auteurs, globalement, il y a eu de nombreux commentaires sur la trentaine de l'Esprit Seul de Vasubandhu. Et alors, ce qui se passe, c'est que peu importe qu'il y ait eu 28 auteurs qui ont commenté ou 34, la plupart de ces commentaires, en fait, manquent à traduire clairement le sens ou la pensée de Vasubandhu dans leurs commentaires. Et au final, on dit qu'il y a 10 grands auteurs qui sont vraiment parvenus à expliquer le sens d'une façon habile du texte de Vasubandhu. Donc, en bref, il y a eu 10 grands commentaires qui ont permis d'éclairer le sens de la trentaine de Vasubandhu. Alors, il y a eu, donc ces 10 grands commentaires viennent des 10 grands maîtres que sont Bansuji, Sitabhana, Gunamati, Dhammapala, Shiramati, Sudasantra, Shinaputra, Nanachandra, Nanda et Visesamitra, connu aussi sous le nom de Jinamitra. Donc, chacun de ces 10 auteurs ont écrit des commentaires de différentes longueurs sur la trentaine de l'Esprit Seul. En fait, chacun de ces 10 auteurs écrivent un commentaire qui tienne globalement dans 10 livrets en longueur. Donc, au total, si on rassemble tous ces 10 commentaires de référence, ça fait une centaine de livrets. Donc, chaque commentaire fait à peu près une dizaine de livrets. Donc, la totalité de ces 10 commentaires de référence fait une centaine de livrets. Donc, ainsi, rien que pour commenter les trentaines de versets de l'Esprit Seul de Vasubandhu, au départ, il y a 100 livrets de commentaires de référence. Et parmi ces 10 commentaires de référence, le meilleur, on pourrait dire, le meilleur de ces 10 commentaires de référence, c'est le commentaire de Dharmapala, du maître Dharmapala, pour dire les choses d'une façon brève. Alors, donc, sur cette diapo qui parle donc des commentaires, de la façon dont les commentaires sur la trentaine de Vasubandhu est apparu. Donc, premier point,
le maître Guji donne une description sur la manière dont le maître Dharmapala écrit le commentaire sur la trentaine de versets de Vasubandhu. Donc là, Guji, dans ses écrits, parle des différents commentaires sur la trentaine de versets de Vasubandhu en mettant en lumière en particulier le commentaire du maître Dharmapala. Donc là, il y a la citation en chinois de Guji, mais je pense que ce n'est pas la peine de lire. Donc, le point principal. Donc, alors, tous ces grands bodhisattvas, tels que le maître Dharmapala, qui ont écrit des commentaires sur donc ces 10 commentaires sur la trentaine de versets de Vasubandhu, en fait, chaque commentaire a sa qualité remarquable. En fait, ce sont les 10 commentaires de référence écrits par ces grands bodhisattvas ou grands acharyas, tels que Dharmapala, sont vraiment extraordinaires. Ceci dit, parmi ces 10 commentaires de référence extraordinaires, le commentaire de Dharmapala, en fait, apparaît comme étant particulièrement remarquable. Et par conséquent, on peut s'interroger sur l'apparition de ce commentaire de Dharmapala. Alors, Dharmapala, lorsqu'il avait 29 ans, donc il renonce à la vie du samsara, il ressent un profond renoncement au samsara et il part en fait donc sur le chemin spirituel, demeure au pied de l'arbre de la Bodhi pour pratiquer avec diligence les méditations sur la concentration méditative. Donc, il s'exerce aux différentes absorptions méditatives et il demeure ainsi 3 ans. Et ensuite, comme une pause, en guise de pause, après ces 3 ans de méditation, il écrit un commentaire sur la trentaine de versets de Vasubandhu. Donc, lorsqu'il sort de toute cette retraite de méditation au pied de l'arbre de la Bodhi, donc il écrit ce commentaire, ce fameux commentaire. Et donc à ce propos, en fait, ce que l'on sait à ce propos sur Dharmapala, le maître chinois Guji écrit avec beaucoup d'éloges, des compliments sur Dharmapala, donc il n'y a pas besoin d'entrer dans les détails. Néanmoins, en résumé, donc Guji, en fait, tient en termes d'estime très haut le maître Dharmapala, il le loue son commentaire en termes de style, donc de la façon dont le commentaire est écrit, aussi bien le style, aussi bien que sur la façon, l'aspect pédagogique, ainsi que la qualité de sagesse qu'a Dharmapala, la qualité de sagesse qui transpire du commentaire. En bref, Maître Guji dit, d'une façon ou d'une autre, quel que soit l'angle sous lequel on aborde le commentaire de Dharmapala, le commentaire est sublime. Chaque mot du commentaire, en fait, permet est donc un antidote à l'attachement et chaque vers résout un débat. Son commentaire est supérieur à ceux de milliers d'érudits. C'est un des commentaires les plus raffinés. Ceci dit,
Et hélas pour nous, en fait, l'original en sanskrit, le manuscrit original de Dharmapala a été perdu. Et, et en fait, c'est grâce aux commentaires du maître chinois Xuanzang qu'on a connaissance du commentaire de Dharmapala. Le commentaire de Xuanzang intitulé Commentaire sur le traité prouvant l'esprit seul nous permet en fait, donc c'est un commentaire de Xuanzang, mais ce commentaire nous permet d'avoir une idée du commentaire de Dharmapala, quand bien même le manuscrit original en sanskrit a été perdu. Et en fait, la difficulté, c'est que Xuanzang, dans ce commentaire, en fait, il rassemble aussi les 10 commentaires de référence. Donc, dans l'œuvre intitulée Commentaire du traité prouvant l'esprit seul du maître chinois Xuanzang, en fait, il fait une synthèse d'une certaine façon des 10 commentaires de référence. Mais néanmoins, on y voit la pensée venant du commentaire du maître Dharmapala en particulier. Donc, un peu plus tard, je détaillerai ce commentaire, mais globalement, en fait, donc nous, la connaissance du commentaire de Dharmapala, on le doit à la bienveillance du maître chinois Xuanzang. Alors, pour expliquer comment ce commentaire, en fait, l'histoire du commentaire de Dharmapala. Donc, pour faire suite à notre histoire, donc une fois que Dharmapala sort de sa méditation, il écrit ce grand commentaire sur la trentaine de Vasubandhu, et puis donc, il y a dans ces diapos, il y a du chinois. Donc, ça, c'est des extraits qui viennent donc du texte chinois qui raconte, qui relate comment Dharmapala a écrit son commentaire et comment ensuite ce commentaire a été transmis par la suite. Alors, ensuite, donc par rapport à cette référence, Dharmapala écrit son commentaire et il y a à l'époque un bouddhiste laïque donc, qui s'appelle Xuanzang. En fait, c'est un disciple indien, mais son nom a été écrit en chinois, donc on a ici le nom en chinois. Et ce fidèle laïque est remarquable par sa foi ainsi que par sa connaissance et sa sagesse. Si bien que Dharmapala, une fois qu'il a fini son commentaire, il remet ces manuscrits à ce bouddhiste laïque. Laïque dans le sens où il n'a pas pris l'ordination, mais c'est un bouddhiste, donc c'est pas laïque vraiment. C'est un bouddhiste non ordonné. Et Dharmapala lui remet donc à cette personne nommée en chinois Xuantian, et qui est très érudit, qui a une immense foi. Il lui remet ses manuscrits, notamment son commentaire sur la trentaine, en lui disant, une fois que j'aurai quitté ce monde, quiconque, donc, qui dit, une fois que j'aurai quitté ce monde, si quelqu'un demande à avoir accès à ces documents, donc il dit, quiconque demanderait à avoir accès aux œuvres que je vous remets, eh bien, vous devrez lui demander donc à peu près 2 onces d'or, d'une certaine quantité d'or, sauf si une personne ayant une sagesse transcendante se présente. À ce moment-là, vous pourrez directement lui donner ses écrits. Et peu après avoir donné cette instruction à cette personne, Dharmapala
passe en parinirvana, il quitte ce monde. Et à cette époque, en fait, c'est exactement la période où le maître chinois Xuanzang est en Inde, comme Kuji le relate dans ses écrits. Donc, dans ses écrits, notamment donc, le commentaire, donc, dans ses écrits intitulés « Le commentaire sur les points difficiles qui prouvent l'esprit seul ». Non. Pour expliquer ça en résumé, Xuanzang, donc là, ce commentaire, j'en parlerai plus tard. Pour l'instant, il n'y a pas besoin de le traiter en détail. Pour continuer le récit, Xuanzang, bien. Peut-être avant d'aborder la suite, on va marquer une pause d'une demi-heure. Pour continuer la suite, concernant le commentaire du maître Dharmapala, donc, une fois que Dharmapala quitte ce monde et laissé donc aux disciples laïcs son commentaire, ainsi que ses instructions. Donc, à cette période, le maître chinois Shenzong, en fait, est en Inde. Et pour expliquer un peu simple, d'une façon simple, c'est un maître en Chine qui est très connu, par exemple dans les récits sur du voyage vers l'Ouest. Donc, pour ceux qui connaissent cette référence en chinois, et donc, il y a ce récit très célèbre, cette série de récits très célèbres, il y a donc ce caractère, ce personnage, Tang Xuanzang, en fait, qui est précisément, en fait, fait référence à ce personnage historique qui est le maître Xuanzang, qui donc va en Inde. Donc, ce maître Xuanzang, peu après le départ après la mort de Dharmapala. Donc, pas besoin d'entrer dans les détails. Ce maître chinois, Xuanzang, en fait, il était connu pour avoir une intelligence, une sagesse innée remarquable. Il avait notamment cette capacité à reconnaître immédiatement les êtres de grande qualité. Nous, on n'a pas cette qualité, mais lui, il avait de façon innée une sagesse et un discernement qui lui permettait tout de suite de distinguer les grands êtres. Et par exemple, s'il avait connaissance ou dès qu'il avait identifié un être, un grand être, un être de grande réalisation, eh bien, immédiatement, il faisait tous les efforts possibles pour rencontrer ce maître et recevoir les enseignements auprès de lui. Non seulement cela, ce maître chinois avait également parcouru tous les lieux sacrés de l'époque. Tous les lieux de pèlerinage bouddhiste, il les avait faits. Non seulement cela, c'était un maître qui avait beaucoup étudié les grands traités et il avait une connaissance du bouddhisme incroyable. Et il était très diligent. C'est-à-dire, dès qu'il avait connaissance qu'un grand maître enseignait, eh bien,
il se rendait sur les lieux pour pouvoir recevoir ces enseignements. Et pour cette raison, donc le fidèle laïc qui a reçu en héritage les écrits de Dharmapala, donc ce disciple dont le nom a été transcrit en chinois par Xuan Tian, lorsqu'il rencontre le maître chinois Shenzhen, et qui a ces qualités spirituelles si remarquables à ce moment-là, donc ce fidèle, ce disciple de Dharmapala, il se rappelle donc des derniers mots de Dharmapala en disant que, en fait, s'il rencontrait un être de qualité exceptionnelle, eh bien, il pouvait lui remettre donc son commentaire, tous les écrits que Dharmapala lui avait laissés en héritage. Et à ce moment-là, donc, ce bouddhiste non ordonné, en rencontrant le maître chinois Shenzhen, il se dit, eh ben, en fait, c'est cette personne que Dharmapala a dû faire référence en voyant le maître chinois. Tant, en fait, ce maître dégageait des qualités spirituelles remarquables. Si bien qu'il remet au maître chinois Shenzhen les commentaires de Dharmapala, avec notamment donc, les écrits de Vasubandhu sur les 5 agrégats. Et le maître chinois Shenzhen donc, reçoit ce trésor des écrits de Dharmapala avec notamment donc les écrits de Vasubandhu sur les 5 agrégats, l'œuvre de Vasubandhu avec les commentaires de Dharmapala. Et donc, lorsque le maître Shenzhen prend connaissance donc, des écrits du maître Dharmapala, en fait, il a une vision. En fait, il a beaucoup donc, il a une vision de Dharmapala et c'est comme il avait l'impression de pouvoir entendre de Dharmapala lui-même les enseignements. Et bien sûr, Shenzhen, ensuite, il étudie, après avoir reçu donc, ces commentaires, il part étudier auprès du maître de l'Acharya Shilabhadra, et puis ensuite, il rentre en Chine où il prend donc tous ses écrits comme, et tous les commentaires qu'il a pu rassembler, et donc avec le projet donc, de les traduire en chinois. Donc de tous ces commentaires, donc, donc on en a un en tibétain, mais pour rester sur le sujet, en fait, donc il rassemble tous ces commentaires sur la trentaine de Vasubandhu, et donc il a le projet d'écrire l'œuvre qui est donc de nos jours connue sous le nom de Commentaire sur le traité prouvant l'esprit seul. Et donc en dehors des 10 commentaires de référence, en dehors de celui de Stiramati, qui est de nos jours disponible à la fois en sanskrit et en tibétain, en fait, les autres manuscrits sanskrit, les autres manuscrits originaux, en fait, ont été perdus. Voilà. Actuellement, en fait, ils ne sont pas disponibles. Mais grâce, en fait, à Xuanzang, en fait, et aux commentaires de Xuanzang, intitulé Commentaire sur le traité prouvant l'esprit seul, eh bien, donc ce commentaire de Xuanzang, en fait, combine tous les 10 commentaires de référence, et grâce à ce commentaire chinois, on a accès, malgré l'absence des manuscrits originaux, à ces commentaires d'une façon indirecte. Et
Et donc là, sur cette diapo, on évoque comment est apparu donc ce commentaire chinois intitulé Commentaire sur le traité prouvant l'esprit seul du maître Shang-Shi. Donc il y a là aussi. Et donc ici, donc en fait, le maître chinois Xuanzang a rassemblé tous ces 10 commentaires de référence sur la trentaine de versets de Vasubandhu. Et ensuite, donc, on fait de ces 10 commentaires de référence, on fait un commentaire en chinois, qui est donc ce fameux commentaire intitulé « Commentaire sur le traité prouvant l'esprit seul ». Et ce traité, quand est-ce qu'il a été écrit? Donc, quand est-ce qu'il a été donc écrit en chinois? C'est un commentaire en chinois. Alors, si on se réfère au commentaire du maître Guji, il n'y a pas d'indication claire sur la date de l'apparition donc de ce texte intitulé Traité prouvant l'esprit seul. Quand est-ce qu'il a été traduit, compilé, etc. Mais dans le catalogue des œuvres bouddhistes Kaiyuan, donc on dit donc que ça remonte donc il y a une date très précise qui est donnée dans le catalogue. On parle donc du 10e mois de la 10e année de l'empereur Shongzong, qui fait. Donc là, c'est dans ce catalogue, la date est précisément indiquée, ce qui nous envoie vers les années 659. Il écrit donc dans ce catalogue. On parle aussi donc de l'œuvre intitulée Prouver l'esprit seul en 10 livrets, écrit par le Bodhisattva Dharmapala, etc. Donc le catalogue fait référence à ces textes. Et ensuite, donc, à la fin du 10e mois de la 4e année du règne de l'empereur Shongzong, etc. Donc, on parle du commentaire même de Dharmapala, traduit en chinois, et le scribe également est mentionné, Da Shenji. Donc, à cette année-là, le commentaire de Dharmapala a été traduit en chinois par le scribe syndiqué. Et puis, on a également donc la date sur le texte intitulé Point difficile du traité prouvant l'esprit seul. Là, c'est juste un petit détail concernant le nom du maître Kuji, qui lui-même, donc à son époque, en fait, avait différents noms.
Alors, comment le traité de Guiji? Donc, pardon. Donc, voilà. Donc là, sur ces diapos, à nouveau, il n'y a pas besoin de lire ce qui est en chinois. Ne faites pas attention à ce qui est écrit en chinois. Et là également, donc je pense, là, juste en donner les points principaux. Ne rentrons pas dans les détails. Alors, le point principal, le maître Xuanzang, en 659, comme indiqué dans le catalogue, donc, en fait, il entre dans un travail de traduction des commentaires en sanskrit. Donc, au début, son projet initial, c'était en fait de traduire en chinois les 10 commentaires de référence en sanskrit. Il avait donc ce projet. On va traduire chacun de ces 10 commentaires de référence sur la trentaine de Vasubandhu en chinois. Et à ce moment-là, donc, pour cela, il a constitué une équipe. Donc, une équipe, ils étaient 4. Donc, il y avait en plus donc Shen Fang qui s'occupait principalement de l'édition du style. Ensuite, il y avait aussi Xia Shan qui était le scribe. Et il y avait aussi Pu Guang qui était celui qui relisait. Et puis Kunji, le fameux mec Kunji, en fait, était chargé de vérifier à nouveau, de vérifier la traduction par rapport à l'original en sanskrit, voir si ça collait ou pas. Donc, il y avait dans l'équipe le maître lui-même, Xuanzang, accompagné par Shen Fang, qui portait l'attention sur le style de la traduction. Il y avait Xia Sang qui était inscrit. Punjang, celui qui était comme le relecteur, et Kuji qui faisait la vérification chinois-sanskrit. Et dans cette équipe de 4, Kuiji était le plus jeune des 4. C'était le plus jeune de l'équipe. Et puis, ensuite, donc en dehors de Kuji, qui était le plus jeune, en fait, les autres étaient des pointures, on pourrait dire. Par exemple, Shen Fang, qui s'occupait du style de la traduction, de l'édition, on va dire comme ça. C'était un érudit dans les écritures et les commentaires du Mahayana, ainsi que du véhicule fondamental. Donc, c'était quelqu'un qui était à la fois érudit, mais aussi tenu en grande estime par tous les étudiants à l'époque, les étudiants bouddhistes. Et donc, dans l'équipe des 4, tous étaient, on va dire, des grandes pointures dans le sens où c'était des érudits qui étaient reconnus, en dehors de Kuiji, qui était le plus jeune. Mais néanmoins, le fait que Kuiji ait intégré l'équipe était le signe, était dû au fait que le maître chinois Shenzhen avait une très grande confiance en Kuiji, en les qualités de Kuiji. Quand même, c'était le plus jeune de l'équipe. Cependant, comment dire, Kuiji, alors qu'il a commencé ce travail de traduction au sein de l'équipe, peu de temps après, il demande au maître Shenzhen de démissionner. Il veut démissionner, peu de temps après le début. Et
Alors, Shenzhen, qui avait grande confiance en Koji, donc s'est dit, c'est bizarre. Donc, il interroge sur la raison de sa démission. Et il interroge plusieurs fois, il insiste. Donc, au départ, Koji, le plus jeune de l'équipe, en fait, demande à démissionner, mais sans justifier. Et seulement après que Shenzhen ait insisté, eh bien, Kuiji révèle en fait son projet. En fait, il avait eu un projet ou une idée particulière en tête. Donc, en fait, pourquoi donc, au départ, le projet initial était de traduire en chinois chacun des 10 commentaires de référence. Mais donc, Kuji, lui, dit que, en fait, il pense pas qu'il faut faire. En fait, lui, son aspiration à lui, c'était de ne pas traduire chacun des 10 commentaires, mais de faire un commentaire qui synthétise les 10 commentaires. Et pourquoi, en fait, il avait ce projet? Pourquoi Kuji avait à cœur ce projet au point de démissionner de l'équipe de traduction? Donc, il dit, si en fait on traduit chacun des 10 commentaires, en fait, il dit dans chacun des 10 commentaires, il y a des nuances qui sont différentes, des points de vue un peu différents. Il y en a beaucoup, en fait. Il y a beaucoup, si on regarde dans le détail, chacun des 10 commentaires ont des nuances ou des perspectives différentes. Et il dit que si on traduit ainsi en chinois tous les 10 commentaires, en fait, les disciples chinois vont se retrouver avec un grand nombre de commentaires. Donc, il y a 10 commentaires, une centaine de livrets, avec d'un commentaire à l'autre des éclairages différents. Voire, si on a d'un certain point de vue, contradictoires. Et donc, il a dit, en fait, dans le contexte, il dit, nous, la vie humaine est courte et pour la plupart des disciples, dans le contexte actuel, le contexte d'époque en Chine, en fait, il dit c'est très peu probable que les étudiants puissent aborder dans le détail ces 10 commentaires. Et en raison des différents éclairages apportés, cela risquait pour ceux qui s'engageaient dans l'étude de ces 10 différents commentaires, il y avait le risque d'avoir de la confusion, comme c'était des commentaires de référence, mais que les éclairages ou les nuances étaient différents d'un commentaire à l'autre. Il avait peur que par la suite, les étudiants ou disciples chinois, en fait, n'étudient pas ces textes en raison de la longueur des commentaires, lorsqu'on les somme toutes, et des différents éclairages. Et de ce fait, Kuji, donc, fait la requête à son maître Shenzhen, en fait, de son projet qui est donc ne pas traduire chacun des 10 commentaires, mais de les compiler, de compiler les idées essentielles en un grand traité. Et un commentaire qui donnerait vraiment l'essence de l'interprétation de chacun des 10 commentaires. Un commentaire qui unifierait d'une certaine façon, qui donnerait les idées essentielles et des différentes interprétations, des différents 10 commentaires. Et donc, lorsque Kuji soumet ainsi son projet avec tous ses arguments, eh bien, il arrive à convaincre son maître Xuanzang, si bien que Xuanzang, en fait, abandonne le projet de traduction, donc l'équipe des 4 est dissoute, et
Xuanzang donc entreprend le projet de réunifier les 10 traités sanscrits en un grand commentaire en chinois qui rassemble donc le sens principal des 10 commentaires, et il travaille donc sur ce commentaire en chinois uniquement qu'avec Kuiji. Alors, donc on vient ensuite, la question de cette fameuse œuvre de Vasubandhu, qui est la trentaine de l'Esprit Seul. N'y a-t-il pas d'autres commentaires que ce commentaire chinois? Donc la question, donc, actuellement, n'avons-nous pas d'autres commentaires sur la trentaine de Vasubandhu que ce commentaire chinois? Alors, comme on a évoqué tout à l'heure, autrefois, en sanskrit, il y a eu beaucoup de commentaires, mais ils ont été perdus. Et du fait que tous ces commentaires ont été perdus, en fait, de nos jours, les commentaires qui peuvent être accessibles, on peut les compter sur les doigts de la main. Donc, il reste très peu de commentaires sur la trentaine de Vasubandhu. Donc, en dehors de ce commentaire en chinois du maître Xuanzang, donc il y a d'autres commentaires. Donc, on peut mentionner, par exemple, un autre commentaire en chinois, donc intitulé Commentaire de la trentaine de versets de l'Esprit Seul. Donc, c'est en un seul livret et c'est par un maître chinois sous la dynastie Ming. Ensuite, il y a aussi un autre commentaire qu'on peut citer, qui est un commentaire japonais, qui a été ensuite traduit en chinois, mais le commentaire à l'origine est un commentaire d'un maître japonais, Zhou Kesa, du XIIe siècle. C'est un commentaire qui est résumé. Ce n'est pas un commentaire extensif, c'est vraiment un résumé, un commentaire condensé. Donc, il y a d'autres, il y a également deux autres commentaires japonais, l'un par le maître Shiushi Hiroshi et l'autre par Jokei Dahu. Et aussi un érudit japonais, Kenshin Inoue, parmi les références modernes, a aussi donc écrit un commentaire. C'est un érudit japonais qui a écrit un commentaire intitulé Enseignement sur la trentaine de l'Esprit Seul. Donc ça, c'est des références en japonais, donc directement du japonais, donc pas une traduction. Ensuite, en tibétain, il y a très peu de commentaires en tibétain. Donc, il y en a très peu. Au XVe siècle. Donc, il y a donc à ma connaissance, donc il y a ces deux références en tibétain. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, mais donc
Donc, à ma connaissance, il y a donc que seulement ces deux commentaires donc, venant de maîtres tibétains. Alors, antérieur, comme par exemple le premier de ces commentaires du XVe siècle, on peut penser qu'il y a eu des commentaires antérieurs de maîtres tibétains, mais ensuite, donc, il y a deux raisons. Donc, lorsque Vasubandhu écrit donc la trentaine de versets de l'Esprit seul, en fait, donc il écrit, en fait, dans sa trentaine, il résume les notions clés de l'Esprit seul, de l'école philosophique de l'Esprit seul, en une trentaine de quatrains, en des mots qui sont simples. Donc, comme on avait évoqué la dernière fois, en fait, sur l'école de l'Esprit seul, Vasubandhu écrit deux œuvres. Donc, il y a cette trentaine et puis un autre texte qui est en fait plus un texte, non pas qui expose les idées de l'Esprit seul, mais qui va débattre avec toutes les autres idées, les autres écoles philosophiques qui réfutent celle de l'Esprit seul. Donc, c'est plus une œuvre d'argumentation sur les vues de l'Esprit seul. En revanche, donc, la trentaine de versets de l'Esprit seul, en fait, c'est l'œuvre qui présente vraiment les idées clés de l'Esprit seul. Et traditionnellement, lorsqu'un grand maître écrit ainsi une œuvre condensée, il écrit par la suite un autocommentaire de cette œuvre pour éclairer le sens. Malheureusement pour nous, Vasubandhu n'a pas eu le temps d'écrire cet autocommentaire puisqu'il a quitté ce monde avant. Et c'est pourquoi, par la suite, donc, des grands maîtres, compte tenu de l'importance et de la profondeur de la trentaine de l'Esprit seul, donc beaucoup d'érudits se sont efforcés de commenter cette œuvre, comme on a évoqué tout à l'heure. On parle de 34 ou 28 grands maîtres indiens qui ont fait des commentaires, etc. Et donc, de tous ces commentaires, en fait, il nous reste pratiquement rien. Donc, que ce soit en tibétain ou en chinois, en fait, il y a très, très peu. Donc, en fait, il y a des commentaires, mais la plupart, en fait, sont des commentaires très concentrés, très synthétiques. Et par conséquent, on est dans une situation où toute personne qui souhaiterait étudier la trentaine de Vasubandhu, en fait, est tout de suite, en fait, dans une situation compliquée du fait qu'il manque de commentaires sur cette œuvre. Et c'est une œuvre qui est très profonde. Et par conséquent, donc, si on veut vraiment étudier cette œuvre qui expose les idées phares de l'Esprit seul, en fait, on a très peu de commentaires à disposer. Donc,
Donc, pourquoi, en fait, il est important pour nous d'étudier la trentaine de Vasubandhu? Eh bien, parce que, en fait, cette œuvre synthétique, sublimement, elle rassemble toutes les notions clés de l'école philosophique de l'esprit seul. Donc, et puis, l'école de l'esprit seul, c'est une grande école du grand véhicule. Et par conséquent, donc, si on veut, on s'intéresse à l'école de l'esprit seul du grand véhicule, eh bien, il convient d'étudier la trentaine de Vasubandhu. Et donc ensuite, si on souhaite étudier la trentaine de Vasubandhu, c'est une œuvre tellement profonde, avec tellement de sous-entendus. Donc, comment aborder cela? Donc, l'année dernière, j'avais déjà évoqué ça. Toute personne qui souhaite étudier les idées philosophiques de l'esprit seul, donc on parle donc d'une façon générale, il y a beaucoup de sutras et de commentaires qui sont liés aux vues philosophiques de l'esprit seul. Mais en résumé, on parle de 6 sutras et de 11 traités. Les 11 traités étant souvent appelés le traité tronc et les 10 traités membres. Donc un traité central et 10 traités qui sont comme qui se ramifient à ce tronc. Et donc, même s'il y a un certain nombre de sutras et de traités qui exposent les vues philosophiques de l'esprit seul, donc si vraiment on s'intéresse à étudier l'esprit seul, donc il y a le sutra de référence qui est le sutra qui révèle la pensée des différents niveaux Yogacarya. Et puis, il y a aussi le commentaire intitulé « Le traité prouvant l'esprit seul ». Donc, en fait, c'est deux références. Donc, si on a l'aspiration d'étudier un peu en profondeur les vues de l'esprit seul, eh bien, ces deux œuvres incontournables, le sutra qui est... le temps file là. Donc, ces deux œuvres de référence, qui est le sutra qui révèle l'intention des niveaux Yogacarya et le commentaire intitulé « Traité prouvant l'esprit seul ». Et donc, ce commentaire de référence qui est en chinois, donc ce commentaire intitulé « Traité prouvant l'esprit seul ». Donc, donc ce commentaire étant intitulé « Traité de l'esprit seul » étant tellement fondamental, par la suite, il y a eu beaucoup de commentaires écrits dessus dans la littérature chinoise. Et on peut citer le plus important parmi eux comme étant le texte intitulé « Explication du traité prouvant l'esprit seul » de Guji. C'est donc c'est une œuvre en 10 ou 20 livrets. Donc, en fait, c'est un commentaire de commentaire. Donc, en tibétain, on a un terme, donc il y a des termes techniques en tibétain pour désigner un commentaire et un commentaire d'un commentaire. Et donc, ce texte intitulé « Traité prouvant
Non, ce texte intitulé Explication du traité prouvant l'esprit seul et un commentaire de commentaires. Il y a donc il y a une œuvre en 10 à 20. Donc j'ai pas besoin de rentrer dans les détails qui sont montrés dans le diapo. Et par la suite, après donc ce texte de Kuiji, en fait, donc cette œuvre de Kuiji, intitulée Explication du traité prouvant l'esprit seul, devient comme un manuel d'études de l'esprit seul en Chine et au Japon aussi. Donc, en fait, par la suite, lorsque les vues de l'école de l'esprit seul se développent en Chine, en fait, elle se développe en se basant sur cet ouvrage intitulé Explication du traité prouvant l'esprit seul. Donc, il y a un commentaire d'un commentaire du maître Kuiji. Et aussi, alors, donc c'était donc ce texte, donc dans l'histoire, parler un peu d'histoire, en fait, en Chine, c'était vraiment donc l'œuvre de référence pour tous ceux qui voulaient étudier les vues philosophiques de l'esprit seul, mais même autant important qu'il soit, ce texte a été perdu en Chine durant la dynastie Yuan ou mongole. Donc, en Chine même, en fait, ce texte de référence pour étudier les vues philosophiques de l'esprit seul a été perdu. Heureusement, à la fin de la dynastie Qing, le maître Yang Wenxue, en fait, retrouve ce texte au Japon et il le ramène en Chine. Il ramène donc l'exemplaire qu'il a trouvé au Japon en Chine. Ensuite, donc, concernant le commentaire intitulé Traité prouvant l'esprit seul et son commentaire Explication du traité prouvant l'esprit seul. Kuji a aussi écrit un autre texte intitulé Les points difficiles du traité prouvant l'esprit seul. Donc, et ensuite, donc l'œuvre intitulée Les points difficiles du traité prouvant l'esprit seul, c'est aussi de Kuji. Et ensuite, Hui Zhao écrit aussi un commentaire intitulé La lampe du sens définitif du traité prouvant l'esprit seul. Donc, Hui Zhao, plus tard, écrit donc cette œuvre intitulée La lampe du sens définitif du traité prouvant l'esprit seul. Et puis, il y a aussi Shiju qui écrit une œuvre intitulée Les secrets du traité prouvant l'esprit seul. En résumé, donc, il y a le commentaire du commentaire de Kuiji intitulé Les points difficiles du traité prouvant l'esprit seul, l'œuvre de Huisha intitulée La lampe du sens définitif du traité prouvant l'esprit seul et l'œuvre de Shiju. Donc, ces trois, en fait, elles sont considérées comme la source de l'école de l'esprit seul en Chine. En Chine, elles sont connues comme étant les commentaires de l'esprit seul. Donc, ces trois œuvres. Les points difficiles du traité prouvant l'esprit seul de Kuiji. La lampe du sens définitif du traité de l'esprit seul de Hui Xiao. Et les secrets du traité prouvant l'esprit seul de Shiju. Ces trois commentaires, en fait, donc, font autorité en Chine pour l'école de l'esprit seul. Ensuite,
Donc ces traités, sont des traités qu'on peut accéder à aisément. Et dans la mesure où ce texte racine, qui est la trentaine de versets de l'Esprit Seul de Vasubandhu, est une œuvre tellement complète, puisqu'elle synthétise toutes les vues de l'Esprit Seul, et extrêmement simple au niveau du langage, mais c'est ce qui fait qu'il est si difficile de d'étudier simplement ce texte. Eh bien, on n'a pas d'autre choix que de s'appuyer sur un commentaire. Et donc, les commentaires pouvant nous éclairer actuellement ne sont pas profusion. Il y a notamment le traité prouvant l'Esprit Seul, donc ce commentaire chinois intitulé le traité prouvant l'Esprit Seul, qui est le plus complet, qui fait vraiment donc autorité et qui est le plus largement accepté des commentaires sur la trentaine de Vasubandhu de nos jours. Et c'est la raison pour laquelle je pense que la base de notre discussion sur ces sujets pour cette année, eh bien, ça sera donc ce commentaire intitulé « Le traité prouvant l'Esprit Seul ». Et comme ce commentaire intitulé « Le traité prouvant l'Esprit Seul » est une compilation ou une synthèse de tous les 10 textes, des 10 commentaires de référence indiens, il est difficile de donc dans le détail donc il y a des points qui sont difficiles dans ce commentaire, et par conséquent je rajouterai également pour illustrer, pour expliquer ce commentaire, d'autres commentaires donc ainsi on procédera. Donc la base de nos discussions sera donc ce commentaire de référence qui est le traité prouvant l'Esprit Seul, qu'on éclairera avec d'autres commentaires. Alors, comme on a dit, le sujet de la trentaine de l'Esprit Seul est extrêmement vaste. C'est en résumé toutes les idées philosophiques de l'Esprit Seul. Mais en termes d'écrit, de la façon dont c'est formulé, c'est d'une façon simple, des mots simples et seulement 30 vers. Et par conséquent, donc il y a en fait comme un monde de décalage entre donc tout le sens qui est caché derrière la trentaine et la simplicité et l'aspect synthétique de la trentaine de l'Esprit Seul de Vasubandhu. Et donc lorsque on a enseigné sur la trentaine de Vasubandhu ainsi que sur le traité prouvant l'Esprit Seul, donc il y a notamment le commentaire du commentaire de Kuji qui est intitulé « Explication du traité de l'Esprit Seul », qui est donc une œuvre qui donne de beaux éclairages sur le texte de la trentaine ainsi que sur les commentaires. Donc ça permet d'introduire et d'expliquer les points essentiels. Et par conséquent, j'utiliserai donc ce commentaire de Kuiji. Et ainsi, donc on n'a pas trop le choix en fait. Donc cette année, pour ces Gunyotche, eh bien, je vais utiliser le peu de temps donc, dont on a, donc ces 6 sessions.
Donc, de cette façon, en se basant sur ces... Hmm, donc, ces commentaires donc, sont un peu aussi... donc, il y a pas, en résumé, il n'y a pas, comme on a évoqué, il n'y a pas beaucoup de choix finalement. Donc, la meilleure façon de procéder, et ainsi. Et je pense que pour aujourd'hui, on peut en rester là, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, donc, on va arrêter la session maintenant pour aujourd'hui. Et donc, et en particulier, pour ceux les moines qui sont au Gunsho, au débat d'hiver, donc il y a d'autres, donc il y a d'autres programmes. Donc il y a aussi, ils ont donc un Hayagriwa, donc pendant 5 jours. Donc, donc c'est la première fois qu'il va y avoir donc un tel événement. Et donc ça, c'est vraiment une chose, vraiment. Et donc on avait fait ces rituels de Hayagriwa à Gute. Donc il y avait donc ces rituels. On faisait ça. Donc à l'époque, on avait fait, mais il n'y avait que seulement peu de personnes qui étaient réunies. Et à l'époque, il y avait Tengan Pochea. Donc il avait conduit ces rituels un certain nombre de fois. Mais ça va être la première fois que autant de moines vont se rassembler pour faire ce rituel. Donc, donc ces 5 divinités du Sun Kempa, donc sont des divinités qui sont très importantes dans la lignée Karma Kamsan. Et le fait de pouvoir faire ces rituels à nouveau avec autant de moines des différents monastères Kagu, c'est quelque chose de très privilégié, fortuné, très auspicieux pour nous. Alors, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, les mudras, etc. Bon, bien sûr, les mudras ne font pas tout, mais il est important de les faire convenablement. Donc, ça sera nécessaire de les expliquer un peu. Et c'est aussi donc une opportunité pour nous de nous ajuster dans ces pratiques. Alors, donc ces instructions sur les mudras et autres ne seront pas publiques. Ça ne sera pas diffusé sur Facebook ou YouTube. On le fera en petite communauté par Zoom. Donc, ça sera juste les monastères qui vont être connectés. Donc, principalement, au niveau de l'heure, ça sera 8 heures du soir, heure indienne. Donc, on termine avec la dédicace.